j'ai lu un truc incroyable. Ah ouais, j'en ai déjà entendu J'ai parler. entendu dire que... Non, c'est quoi? Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette émission Agribuzz, le talk. Alors vous allez voir, on va parler d'un sujet d'actualité puisqu'il s'agit de la loi d'avenir sur l'agriculture et la forêt. Et j'ai le plaisir d'accueillir Germinal Perrault. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes député de la 4e circonscription de Dordogne. C'est vous qui êtes le rapporteur de cette loi. On va en parler parce qu'effectivement, il y a eu quelques débats un peu houleux parfois. Delphine Gay, bonjour. Bonjour. Alors, vous représentez le site ogm.org. En quelques phrases, ce site. Ce site, ogm.org, on a décidé de faire un focus sur une technologie innovante qui est utilisée en création variétale pour expliquer sur le fond du contenu, sur la diversité des applications de cette technique. Ce site existe maintenant depuis plus de 17 ans et les internautes restent en moyenne plus de 5 minutes. Donc il y a vraiment une recherche de contenu sur ce site. Et puis Nicolas Saintagne, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur du développement de Synthesio. Le job de Synthesio, c'est quoi? Alors le job de Synthesio, c'est de travailler un peu sur votre site, enfin c'est sur tous les sites, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, d'aller agréger cette donnée pour différents clients et d'essayer de comprendre ce qui se dit, quels sont les débats d'opinion qui animent Internet et les médias sociaux. Alors, info ou intox, les consommateurs sont-ils prêts aujourd'hui à payer plus cher leur alimentation? Une étude permet d'y voir plus clair. C'est le jeu de l'agriculture. Les agriculteurs ont besoin d'argent qu'ils obtiennent si les Français consomment leurs produits. Mais en ces temps de crise, on pourrait croire que les Français chercheraient à investir moins d'argent dans leur nourriture. Ça paraît logique, non? Et la partie serait alors perdue pour les agriculteurs. Et pourtant, près de 2/3 des Français se disent prêts à payer plus cher leurs produits alimentaires. Mieux, 5% des Français paieraient volontiers 15% plus cher leur nourriture afin de faciliter la tâche aux agriculteurs. Paradoxalement, ce sont souvent les cadres et les professions intellectuelles supérieures qui ont la plus mauvaise image de l'agriculture française qui désirent le plus aider nos agriculteurs. Germinal Perrault, comment vous présentez? Effectivement, vous êtes né le 15 septembre 1953 dans l'Aude. Vous êtes un socialiste dans l'âme. Je crois que vous avez toujours été socialiste. Dites-nous, oui. Et c'est vous qui avez pris en charge la loi d'avenir de l'agriculture et de la forêt. C'était un gros dossier, un dossier qui était cher à Stéphane Le Foll. Puis moi, dans le fond, je vous vois bien comme futur ministre de l'Agriculture. Oui, ça c'est une opinion tout à fait personnelle. Ça ne dépend pas de vous, je crois. Pas pour l'instant. En tout cas, ça ne dépend pas de moi non plus. Bon, alors ce débat justement à l'Assemblée a eu lieu. Il y a eu des fois quelques débats houleux, on aura l'occasion d'en parler. Mais premièrement, peut-être une anecdote. Quel a été le moment le plus fort, vous qui avez vécu tous ces débats, le moment le plus fort que vous retenez? Écoutez, pour moi, le moment le plus fort, ça a été à 4h15 ou 4h20 du matin, le samedi matin, quand on a terminé ce débat qui durait depuis le mardi 16h. Moi, je l'avais vécu en commission pendant quasiment une semaine aussi, au mois de décembre. Et là, le débat en séance publique a été long, a été passionné. Et je crois qu'on était tous, qu'on soit de la majorité ou de l'opposition, on était tous à la fois soulagés, mais aussi heureux d'avoir tenu ce débat qui s'est fini à l'aube le samedi matin. Donc au final, la droite a voté contre, la gauche a voté pour, et l'UD s'est abstenu. L'UMP a voté contre. L'ensemble de la gauche a été uni, des Verts aux radicaux, aux communistes et aux socialistes, bien sûr, mais l'UDI s'est abstenu, et moi j'ai pris ça comme une abstention tout à fait positive. D'ailleurs, le concept d'agroécologie, ils se le sont approprié, disons, hein. Ils ont dit qu'ils étaient tout à fait favorables. C'est un signe politique. Il n'y a pas eu le bloc de la droite contre le bloc de la gauche sur cette loi. Une des pierres angulaires en fait, de cette loi, c'est le GI2E, c'est le groupement d'intérêt économique et environnemental. Concrètement, ça a changé quoi pour l'agriculteur? Alors concrètement, ce que le ministre Stéphane Le Foll et le gouvernement ont voulu engager, c'est véritablement engager l'agriculture française sur une double performance, à la fois économique et environnementale. Pourquoi performance économique? Parce que vous le savez, la France a reculé sur le plan de la production agricole, et on est passé au cours des 10 dernières années de la première place européenne à la 3e. Donc on a besoin de renforcer la compétitivité des exploitations agricoles. Il faut produire plus, mais on dit qu'il faut aussi produire mieux, puisque c'est de notoriété publique. Sur le plan environnemental, cette activité a créé des désordres, et sur le plan de la santé humaine, elle crée aussi
des inquiétudes. Donc je crois que l'objectif de la loi, c'est produire plus et produire mieux. Et on a mis en place un outil qui va permettre aux agriculteurs de se regrouper justement pour travailler sur ces deux thèmes. Alors si on regarde un peu ce qu'ont dit les députés, ils ne nous ont pas épargnés, puisqu'effectivement ils ont dit l'agroécologie c'est comme une nouvelle religion d'État, certains ont qualifié les GI2E d'inutiles, Bruno Le Maire a parlé de monstres juridiques, et puis dans un article de Ouest France, je voyais en titre le terme de kolkhoz environnemental. Info ou intox? Non, alors bon, il y a forcément toujours des propos abusifs ou explosifs pendant les débats, mais je crois que ce n'est pas du tout ça. Le GI2E, il sera ouvert à ceux qui le souhaiteront. Il n'y a aucune marche forcée, il n'y a aucune obligation. On veut simplement donner la possibilité à des agriculteurs de se regrouper pour réfléchir et travailler sur leur performance économique et environnementale. Mais je veux dire que le gouvernement avait lancé un appel à projet sur l'agroécologie au cours de l'été. Une espèce de bouée, une bouteille à la mer, voir si ça allait fonctionner. 469 dossiers ont été reçus au ministère, dont un quart déposés par les chambres d'agriculture, les autres déposés par des coopératives, d'autres par des syndicats de producteurs, d'autres par des associations de développement local. Et on voit bien que ça marche. Et on a des exemples sur le terrain où des agriculteurs qui savent se regrouper arrivent à mieux travailler ensemble pour améliorer leurs performances. Alors Germinal Perrault, Agribuzz, c'est l'agriculture vue par le prisme des réseaux sociaux. On a la chance d'avoir Nicolas Saint-Agne. Alors vous, est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que la loi d'avenir, ça passionnait personne ou ça passionnait tout le monde sur les réseaux sociaux? Alors, ni personne, ni tout le monde. Nous, on a mis en surveillance à différents types de sujets autour de l'agriculture, autour des grands sujets de l'agriculture, les OGM, l'apiculture, etc., etc. Tout cela, si on regarde depuis le 15 septembre, le début du dépôt du projet, au début des discussions, on va dire, en tout cas des discussions médiatiques autour du projet de loi, ça représente sur les médias sociaux environ 30 000 mentions. Quand on va regarder typiquement ce qu'est la loi, c'est 10% de ce bruit. Alors c'est un sujet politique qui n'est pas un sujet de débat national comme peut être le mariage pour tous, ce genre de choses, évidemment pas. C'est un sujet relativement technique, circonscrit même dans l'ensemble de ce bruit agricole. Comment est-ce qu'on le voit? Donc, dans ces à peu près 3000 mentions sur le projet de loi d'avenir, on regarde à l'intérieur et on s'aperçoit qu'avant tout, ce sont les médias classiques qui en parlent. La presse nationale, la presse magazine, la presse surtout régionale d'ailleurs, beaucoup d'articles très factuels, de reprise. On décline un peu les propositions. Évidemment, il y a quelques articles de débat, mais sur ça, on est sur un bruit médiatique assez classique. En revanche, si on va regarder ce que nous disent les réseaux sociaux, et c'est là qu'on voit qu'il n'y a pas un débat d'opinion, en tout cas un débat d'opinion publique, on a un débat d'opinion d'experts. On a des blogs qui en parlent, on a dénombré plus d'une centaine de blogs qui parlent du sujet. C'est avant tout des blogs entre guillemets militants ou alternatifs qui vont en parler en premier, des gens qui font notamment la promotion de l'agriculture biologique ou des blogs écologiques, au sens large du terme, pas politique. Donc ce sont ces blogs-là, c'est ce type de profil qu'on retrouve en avant. Donc là, les débats sont en effet passionnés, en tout cas extrêmement techniques. Et puis, lorsqu'on va chercher la pointe un peu émergée de l'ensemble de cette masse de réseaux sociaux, on va d'abord regarder Facebook. On a dénombré une quarantaine de pages Facebook sur lesquelles il y avait des débats autour de cela. Avant tout, alors, dans un premier ordre, des pages médiatiques, ensuite des pages d'hommes politiques, avant tout PS. Marine Le Pen en parle aussi, c'est d'ailleurs la seule femme politique qui en parle dans sa page Facebook. On n'a pas de page UMP où on a trouvé des débats, on n'a pas de page UDI, etc. Des pages PS, Stéphane Le Foll, Najat Vallaud-Belkacem, ça paraît assez classique, enfin, en tout cas logique, pardon. Et puis Marine Le Pen. Et puis enfin, si on va regarder Twitter, qui représente une dizaine de points, on a dénombré 300 tweets vraiment centrés sur la loi d'avenir. Alors là, ce qu'on remarque, c'est qu'avant tout, on va retrouver, si ce n'est des polémiques, en tout cas, des grands temps forts. Germinal en parlait tout à l'heure. Lorsqu'il y a eu des questions un peu débattues à l'Assemblée, on parle notamment, il y a beaucoup de gens qui se mobilisent, en tout cas retweetent la prise de parole de Barbara Pompili d'Europe Écologie Les Verts. Donc on ne parle pas d'opposants, on parle de gens qui, à un moment donné, ont posé des questions, si ce n'est polémique, en tout cas, souhaiter débattre. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup pour cette analyse. Germinal Perrault, vous savez ce que vous reprochez à droite, quelque part, c'est d'avoir fait une loi qui oublie totalement la compétitivité économique et qui fait la part belle à l'écologie. Alors c'est totalement faux. D'ailleurs, le gouvernement n'oublie pas la compétitivité. Je vais vous donner un seul chiffre. Le gouvernement a mis en place le CICE, qui va permettre de réduire la part salariale que paient les entreprises. Vous savez combien ça représente pour le secteur agricole? Ça représente 1 milliard d'euros.
En 2 ans, les entreprises agricoles vont bénéficier d'un allègement de charges d'1 milliard d'euros. Donc on ne peut pas nous faire ce procès. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les Verts, mais c'est peut-être anecdotique, voulaient ajouter un amendement sur le woofing. Alors le woofing, c'est une virgule, c'est effectivement, mais cela dit, c'est impliquant parce que c'est pas dans l'air du gouvernement aujourd'hui, puisque le woofing, c'est le fait d'aller travailler gratuitement dans les exploitations biologiques. Donc là, c'est quand même bien ciblé, et de pas vous payer de charges sociales. Alors le ministre a dit non, pour l'instant c'est pas possible, c'est vrai que c'est difficile à défendre au sein du gouvernement, mais cela dit, lors du Sénat, on pourra en reparler. J'ai été amené à donner un avis défavorable aux amendements qui prévoyaient le woofing, justement, pour une raison très simple, c'est qu'il serait très difficile de faire la part entre du bénévolat et du travail au noir. Et on sait très bien que dans le monde agricole, comme dans tous les milieux, aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire en sorte que chacun paie des charges sociales qu'il doit payer. Et là, on n'a pas trouvé la solution. Mais moi, je pense que ce serait intéressant de chercher une solution. J'ai eu dans mon propre canton, en Dordogne, une exploitation agricole qui a été contrôlée parce que des enfants qui sont étudiants venaient pendant l'été aider leurs parents sur l'exploitation agricole. Bon, il a fallu qu'on intervienne auprès de la MSA pour pas qu'ils soient verbalisés, mais ça a été à la limite. Donc je crois qu'il faut arriver à trouver une solution. Moi, l'idée que des jeunes européens ou des jeunes de la planète veuillent visiter des exploitations agricoles, y séjourner 2 ou 3 semaines ou 4 semaines ou 5 semaines pour s'informer, faire une espèce de tour de France comme le faisaient les compagnons dans les métiers de l'artisanat, c'est une idée qui me plaît et j'espère qu'on arrivera à trouver une solution de façon à ce que ça puisse se faire dans la légalité. François Hollande a fait son coming out sur le plan économique en ce début d'année. Est-ce que la loi d'avenir de l'agriculture et de la forêt n'est pas un petit peu figée, puisque aujourd'hui on a l'impression que François Hollande mise très très fort sur l'économie et la simplification. Qu'est-ce qu'il y a comme mesure en matière de simplification pour les agriculteurs ? Alors, on a essayé d'introduire le choc de simplification, et ça a commencé d'ailleurs. Ça a commencé sur les établissements classés. Vous le savez, ça a fait débat d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui, les décrets sont sortis à l'heure où je vous parle, mais le Premier ministre s'était engagé au SPAS de Rennes de faire en sorte que des exploitations d'élevage qui se regroupent eh bien, puissent bénéficier de procédures qui soient les mêmes procédures qu'au niveau européen. Moi, ce que je demande en tant que rapporteur de la loi, je ne demande pas à ce qu'on fasse moins que nos collègues européens ou que nos partenaires européens, mais que l'on applique la même réglementation de façon à mettre à niveau les éleveurs français avec leurs compétiteurs. Alors Delphine Gay, ce qui est intéressant, c'est un peu comme Nicolas Sainte-Agne, c'est que vous, quelque part, au travers de votre site, vous avez aussi une remontée d'attente des citoyens de façon générale. Quelles sont les grandes questions ? Alors, en effet, nous présentons les applications de cette technologie OGM par différents prismes, les OGM à la santé, les OGM à l'industrie, l'environnement, l'alimentation, avec des explications sur le fond de ce qui se passe en Europe et à l'international. Et aujourd'hui, on se rend bien compte par les questions des internautes qu'ils ont envie de comprendre, qu'ils ont intégré que ces innovations font partie, de nos agricultures, et ils nous posent des questions concrètes pour savoir, par exemple, les dernières questions qu'on a reçues tournaient beaucoup autour des OGM et de la santé et des applications par les plantes de produire des molécules pharmaceutiques. Et ils ont envie de comprendre en nous posant des questions précises, en échangeant entre eux sur le site également, en disant oui, mais ça permettrait ceci, mais alors pourquoi en France on ne les développe pas ? C'est des questions aussi que nous avons. D'autres questions concernant les OGM et l'environnement. Ils se rendent compte que par les explications données et des faits concrets, en 2007, on a eu 22 000 hectares de maïs transgénique cultivé en France. Ils ont vu les résultats et ils se disent mais il y a des applications concrètes pour l'environnement, pourquoi ça ne se développe pas en France ? Donc oui, en effet, les internautes aujourd'hui ont intégré cette possibilité d'innovation permise par ces nouvelles techniques. Ces innovations permise par les agricultures et cette diversité d'attentes de nos agricultures est bien intégrée dans les internautes. Et c'est vrai que j'ai envie de poser une question à M. Perrault par rapport à la loi d'avenir. Comment envisagez-vous justement toute cette demande de réduction des intrants, de prise en compte à la fois de la productivité, de la compétitivité et de la réduction des impacts de nos agricultures sur l'environnement ? Mais aujourd'hui, on est face à des demandes contradictoires. On veut produire plus,
augmenter les rendements, si c'est encore possible, mais on veut aussi réduire l'impact des intrants. Et dans la loi d'avenir, justement, on a prévu une déclaration d'azote pour les zones vulnérables. C'est-à-dire on veut contrôler l'azote organique et l'azote minéral qui est déposé sur l'ensemble des terres agricoles. On veut aussi, on l'a renforcé, contrôler mieux les phytosanitaires. Il faudra que le vendeur délivre un conseil à l'acheteur. On a interdit la publicité des produits phytosanitaires. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une vraie demande sociétale en matière de santé humaine ou en matière de protection de l'environnement pour réduire les intrants. Mais je crois qu'il faut que l'on encourage la recherche. Et moi, j'y suis tout à fait favorable. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, on parle dans le texte, on cite l'innovation et la recherche comme élément fondamental pour continuer à nous faire prospérer sur le plan et à nous améliorer sur le plan des variétés. Alors, Germinal Perrault, est-ce que vous pensez que la loi d'avenir donc sur l'agriculture et sur la forêt est connue du citoyen? On a fait justement un petit micro-trottoir, vous allez voir. Moi je trouve que c'est un bon enjeu au niveau stratégique. L'agriculture française est une des premières européennes et même mondiales, donc même au niveau écologique, il faut réfléchir dès maintenant pour les enjeux de demain, c'est important. J'en ai pas trop entendu parler, tout ce que je sais c'est que ça peut être intéressant parce que ça met tout le monde sur le même pied d'égalité sur les interprofessions, donc ouais, pourquoi pas. Écoutez, j'aimerais bien en penser beaucoup de bien si elle existe vraiment et s'ils arrivent à la mettre à exécution, parce que je trouve qu'au niveau de l'agriculture, on a fait beaucoup de bêtises, mais je ne reviens pas en arrière, ça serait trop long. On peut pas penser de la vache folle ou à d'autres choses, mais essayons d'avoir foi en nos politiques, mais j'y crois pas trop malgré tout, malheureusement. Germinal Perrault, je ne sais pas si vous le savez, mais est-ce que vous connaissez le gaillet ? Vous me tendez un piège. Exactement, je vous tends un piège parce que le gaillet, c'est une adventice, c'est une mauvaise herbe bien connue des agriculteurs, puisqu'effectivement, dans les champs, différentes parcelles, ils ont des problèmes de gaillet. Alors, ce qui est intéressant, Nicolas, c'est de voir que le gaillet, c'est l'adventice, c'est la mauvaise herbe la plus célèbre aujourd'hui en France. De fait, quelques semaines, grâce à l'actualité, probablement le projet de loi d'avenir. d'avenir. Hollande, Julie Gaillet, il faut l'expliquer. Peut-être plus que le projet de loi d'avenir. En tout cas, le terme gaillet, qui est une mauvaise orthographe du nom de l'actrice, a été multiplié, sa visibilité sur Internet a été multipliée par 2,5. Voilà. Et l'emploi du terme gaillet pour Julie Gaillet, mais mal orthographié, n'est pas simplement le fait de quelques débatteurs par-ci par-là. Il y a des grands sites, il y a beaucoup de gens qui se trompent sur l'orthographe. Même des journalistes. Même des journalistes. Voilà, notre émission AgriBuzz touche à sa fin. Germinal Perrault, merci beaucoup d'être venu ici au sein de l'émission AgriBuzz. Delphine Gay, merci. On rappelle l'URL de votre site ? ogm.org. Très bien. Nicolas, merci beaucoup. On peut vous retrouver, vous, sur quel site ? On nous retrouve sur synthesio.com. Voilà. Voilà, AgriBuzz, c'est terminé. N'oubliez pas, si vous n'osez pas le dire, AgriBuzz le dira pour vous.